Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de l'AES et de la Russie. Moscou et le Sahel renforcent leur alliance. Depuis le début de semaine, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Confédération des États du Sahel, AES, sont à Moscou aux côtés de leurs homologues russes pour discuter coopération, renforcement des capacités militaires, développement et plusieurs questions. Un communiqué final a sanctionné cette réunion qui a pris fin ce jeudi. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabé Adjao. Les ministres des Affaires étrangères du Burkina, du Mali et du Niger étaient aux côtés de leur homologue Sergei Lavrov de la Russie pour discuter renforcement des relations entre la Confédération AES et la Fédération de Russie. Oui, je pense que c'est déjà une très bonne chose, parce que la plupart du temps, on a reproché à ces pays-là de ne pas ouvertement parler des relations qu'il y a et leur pays et la Russie. Et à la Russie aussi, on a toujours reproché à la Russie de se cacher derrière la force Wagner et ne pas se prononcer directement par rapport à ces relations entre elles et puis les pays de l'AES. Aujourd'hui, je pense que c'est vrai que ces pays-là individuellement ont des relations avec la Russie, ils coopèrent dans plusieurs domaines économiques, alimentaires et beaucoup d'autres choses. Mais c'est l'entité AES aujourd'hui qui est en train de formaliser, de raffermir quand même les relations entre l'entité AES et puis la Confédération de la Russie, parce que vous savez, on a toujours parlé de l'unité d'action dans la lutte antiterroriste, parce que vous avez pu constater que lors de cette discussion-là, l'aspect sécuritaire a pris quand même le dessus. C'est le premier point, c'est le point culminant même de cette rencontre-là. Donc, il faut aller en uniformisant quand même les stratégies et tout, raison pour laquelle ils ont accepté quand même de faire ces jours de discussion et de peaufiner les contours, et surtout d'établir quand même une certaine relation entre l'entité AES et puis la Russie. Quand ces pays-là ont quand même des accords d'interdéfense et autres, je pense que ce sera bien d'aller en renserrer quand même contre, ou bien avec le pays coopérant, la puissance qui est derrière, la puissance qui vous supporte. Et depuis le début de cette lutte-là, la Russie ne s'est pas cachée. Ils ont eu à apporter ce qu'ils peuvent, et aujourd'hui, beaucoup de ces pays-là recouvrent peu à peu, même s'il y a encore des attaques de part et d'autre, des morts de part et d'autre. Il faut reconnaître aujourd'hui que c'est nettement mieux par rapport à hier. Donc, moi, je pense que dans ce monde-là, personne ne peut vivre en autarcie, et ces pays-là le savent très bien qu'ils ne peuvent pas vivre en autarcie. Et il faut s'accommoder avec quelqu'un qui épouse quand même la même idéologie que vous. C'est ce que l'AES est en train de faire. Au-delà de cet aspect-là, il faut dire que l'aspect diplomatique est très important. Nous savons très bien comment le monde est phagocyté aujourd'hui entre plusieurs blocs. Donc aujourd'hui, il faut s'adosser quand même à un bloc pour avoir une certaine convergence de vues dans les instances internationales, pour que votre voix puisse se porter aussi. Donc c'est très bien pour que ces pays-là s'adossent aujourd'hui à la Russie, qui est quand même au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est respecté dans les instances, qui est un des membres fondateurs des BRICS aussi. Donc c'est très important quand même de pouvoir s'entendre, et surtout de formaliser et d'assumer les relations entre l'entité AES et l'entité Russie. Maintenant, par rapport aux relations bilatérales, il y a plusieurs aspects que je venais d'évoquer. Je pense que ces pays-là s'engagent aussi dans le développement de l'énergie nucléaire. On sait très bien que ces pays-là souffrent beaucoup d'indépendance énergétique. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se faire entre la Russie et ces pays-là individuellement, et aujourd'hui au sein de l'AES, qui est une entité de lutte antiterroriste pratiquement. Je pense que la Russie aujourd'hui se met en avant et assume véritablement sa relation avec ces pays et son engagement dans la lutte antiterroriste avec l'AES et surtout ces pays composants. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Alors, Eric Johnson, le ministre des Affaires étrangères de l'AES,
étaient à Moscou en ce début de semaine pour rencontrer leur homologue russe, occasion de discuter du renforcement des relations entre l'AES et la Russie. Alors, je retiens forcément deux choses. Et après, je vais poser peut-être une question. Mais c'est moi qui pose la question. Non, mais pas à toi, mais quand okay, même de façon générale, parce qu'il faut réfléchir un peu lorsqu'il y a de ces relations que je peux appeler une relation entre des États. Alors, je remarque tout simplement que dans le communiqué final qui a été rédigé et lu après cette rencontre-là, il s'agit forcément du réalignement de ces pays de l'AES sur le plan diplomatique international. Je veux dire, vous savez, lorsque tous ces trois pays, après la série de coups d'État, ils ont décidé de rompre leurs relations avec plusieurs pays occidentaux. Et donc, aujourd'hui, ces pays-là sont en train, par rapport à ce qui a été dit dans le communiqué, de se réaligner derrière la Russie, qui, mon collègue l'a dit tout à l'heure, qui a une place au Conseil de sécurité de l'ONU. Et lorsqu'il s'agira de voter, je pense que ces pays-là vont tout simplement s'aligner derrière la Russie. La deuxième chose qui est très importante, c'est par rapport à ce qu'ils ont dit, la coopération sur le plan énergétique. Et je crois que forcément la Russie est une puissance nucléaire et donc en 2024 il y a eu une signature d'accord entre l'État burkinabé et la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire civile. Et donc le Mali est producteur d'uranium qui va servir quand même le Niger est le plus grand producteur d'uranium dans la sous-région et donc va fournir rapidement la matière première pour l'alimentation de cette centrale-là. La question que je voudrais poser, alors, en réalité, que gagne la Russie dans cette nouvelle phase de coopération? Qu'est-ce que la Russie va gagner? Parce qu'il ne suffit pas de dire nous renforçons notre coopération, mais aujourd'hui, tout le monde le sait, il n'y a pas de pays amis, mais chacun y va avec à la recherche d'intérêts. Que recherche en réalité la Russie dans les pays de l'AES? Cette question-là, je pense qu'on doit forcément l'approfondir pour voir à peu près si effectivement les pays de l'AES sont dans une relation gagnant-gagnant ou ils vont encore perdre en se disant qu'ils vont vendre, comme dit l'adage, vendre le voleur pour s'acheter le sorcier. Et si c'est le cas, je pense que c'est pas une coopération forcément intéressante pour ces pays de l'AES. Sur cette question, je me permets de vous lire certains passages du communiqué pour relancer justement le débat. Ouais. Dans le domaine, selon le communiqué, quelque part, il a dit, dans le domaine de la sécurité et de la défense, les parties russes et confédérales sont convenues d'établir un partenariat stratégique, pragmatique et solidaire. Elles ont également exprimé leur engagement pour intensifier la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes dans l'espace AES. Dans cette perspective, la partie russe a réitéré son soutien indéfectible
pour l'opérationnalisation de la force unifiée de la Confédération AES dans sa lutte pour la préservation de l'intégrité territoriale de l'espace confédéral. Oui. Et donc, la Russie soutient cela. La suite, les parties sont ensuite convenues du renforcement des capacités opérationnelles de la force unifiée à travers la facilitation d'acquisition d'équipements militaires majeurs et performants et de formations adaptées en vue de la sécurisation intégrale de l'espace confédéral. À ce titre, la partie russe a exprimé sa disponibilité à apporter l'assistance technique nécessaire. Oui. Alors, que gagne la Russie? Apporter son assistance en retour, mais je pense que ça, c'est les matériels qu'on va fournir ne seront pas donnés gratuitement, ils seront vendus, la formation sera payante comme d'habitude partout, c'est comme ça que ça se fait, je pense. Oui, à la fin, parce que nous parlons de relations gagnant-gagnant. La Russie, dans cette forme-là, la Russie va beaucoup engager non seulement son économie, parce qu'elle doit soutenir les pays de l'AES dans la formation, dans l'acquisition de matériel, etc. Mais si la Russie ne gagne rien dans cette coopération, je pense qu'il y a un souci. Si c'est uniquement pour vendre le matériel militaire, pour vendre la technologie, etc., je pense que la Russie pouvait le faire sans forcément aller dans ce cadre-là. Alors, je pense que vous avez une idée sous-entendue. Soyez plus clair pour qu'on puisse mieux vous comprendre. Pour vous, que gagne la Russie? Non, parce que vous savez, Gabin a dit au début de son développement que il y avait déjà Wagner qui était là et les trois États de l'AES n'acceptaient pas que c'était une coopération entre leur pays et la Russie. D'accord? Et donc, finalement, aujourd'hui, tout est clair que la Russie était justement derrière cette force Wagner-là qui, dans le temps, on disait, pillait forcément le sous-sol de ces trois pays. Alors, est-ce que nous sommes encore dans cette configuration? Moi, ma question se trouve justement à ce niveau. Parce que à chaque fois vous, quelle est la réponse à cette question? Lorsque vous signez des accords de coopération, il faut que tout soit clair dès le départ. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, c'était il y a 2 ans, on avait dit que l'État burkinabé avait signé un accord sur son minerai, l'or, avec la Russie. Et donc là, c'était forcément clair pour tout le monde que la Russie allait exploiter l'or au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, quand on a de ces accords de coopération, qu'est-ce que la Russie va faire après? Parce qu'il ne faudrait pas... Mon inquiétude, parce que si ça ne se dit pas... C'est justement ça qu'on attend. Ça ne se dit pas. Lorsque ça ne se dit pas, parce que je dis, quand ça ne se dit pas, quand c'est pas écrit noir sur blanc, je pense que derrière, il y a des choses qui vont se passer et que l'on peut encore regretter. Merci beaucoup à vous, Eric Gabin. Oui. Cette coopération concerne surtout la question militaire, sécuritaire, diplomatique et aussi de souveraineté, puisque je n'ai pas lu tout le communiqué, mais vous avez connaissance de ce communiqué qui pose aussi certaines questions concernant. On va prendre l'aspect militaire et sécuritaire. La Russie va renforcer les capacités de cette force de la Confédération, force unifiée de la Confédération AES. Elle va fournir du matériel. Pour Eric, ce n'est pas clair. Il faut que ce soit plus clair pour éviter qu'il y ait des pillages et des détournements après.
Oui, je comprends véritablement les inquiétudes de mon grand frère. Et c'est tout à fait normal parce qu'on a eu à connaître un certain nombre de choses avec d'autres puissances qui étaient sur le continent pour cette lutte antiterroriste-là. Mais au final, se sont retrouvés être des forces pilleuses. Donc à un moment donné, il faut prendre des mesures, surtout des garde-fous, pour ne pas se retrouver dans la même situation. Mais je ne suis pas sûr que ces pays-là, ces 3 pays de l'AES qui ont dénoncé des accords coloniaux, qui ont dénoncé les pilleurs et même les ont renvoyés, aujourd'hui vont se retrouver avec la Russie pour se faire piller aussi, parce que véritablement ce serait un peu incongru, comme tu l'as dit, vendre le voleur pour acheter le sorcier. Donc pour moi aujourd'hui, je pense que l'essentiel est dit. Certes, ce qui doit être mis à la disposition du public a été mis à la disposition du public, mais dans les officines, les plus grandes décisions vont se prendre là, et là ça ne peut pas se mettre à la disposition du grand public. Sûrement, on ne va pas dire non, si la Russie forme les militaires de l'AES, chaque officier formateur va gagner peut-être 1 000 € par mois ou 2 000 € par mois. Ce sont des choses qui ne vont pas se dire. Donc, tout ce qui est sûr d'ailleurs, dans la plupart des cas, on ne constate pas ce genre de choses. Dans la plupart des coopérations militaires entre nos pays et certaines puissances, on ne constate pas une discussion qui va au fond même de certain nombre de choses, qui parle des dispositions à prendre et autres là. Ça ne se faisait pas. Mais aujourd'hui, quand même, ces 3 pays arrivent à le faire, arrivent à avoir une discussion claire et nette avec la Russie. Ils ont décidé d'avoir une relation pragmatique et sincère. La Russie est dans cette ordre d'idée là aussi. Donc je pense que c'est quand même à féliciter au prime abord. Et comme on sait très bien que les États, ce sont des États, il y a des secrets d'État aujourd'hui, on ne va pas mettre à la disposition de certains médias aussi qui fourrent leur nez un peu partout des informations assez sensibles par rapport aux finances, par rapport aux frais qui seront engagés par les États de l'AES et même la Russie. La Russie gagnera forcément pour elle. On parle d'achat de matériaux de guerre. On sait très bien que les industries d'armement en Russie vont très bien fonctionner. On parle de coopération économique, ça veut dire que forcément il y aura des industries russes ou bien des entreprises russes qui viendront s'implanter dans ces pays-là. On parle de coopération en communication, en télécommunication. Ça veut dire que peut-être il y aura encore des entreprises en télécommunication russes qui vont s'implanter sur ces territoires-là. Les échanges d'informations ne seront pas aussi gratuites. Donc forcément, il y aura beaucoup de choses qui vont profiter à la Russie. Tout compte fait, je suis sûr que ce sont des relations assez diplomatiques, assez sincères et pragmatiques quand même. Ces pays-là, ils ont toujours prôné le fait de discuter d'égal à égal avec les puissances, d'arriver à trouver les intérêts de la population, les intérêts de leur pays. Donc je pense que c'est quand même une très bonne chose à mettre à l'actif de ces pays. Maintenant, tout ce qu'on peut leur dire, c'est d'être encore très vigilant par rapport à cette coopération. Je ne sais pas si aujourd'hui, avec la signature de cet accord-là, ce sera les forces russes qui seront en avant-garde, ou bien ce sera toujours la société privée Wagner, puisque la Wagner ne représente pas forcément la Russie. Donc c'est comme la Légion américaine, autre là, qui s'implante sur d'autres territoires. Donc peut-être il y aura un changement avec dans l'application, bien dans l'implémentation de la défense. Et ces instructeurs russes là, peut-être ils vont juste former les 5000 soldats. Les 5000, puisqu'on est en train de parler dans le cadre de l'AES, les États individuellement ont déjà leur rapport avec la Russie. Maintenant, au sein de l'entité AES, comment ça va se définir, comment les 5000 hommes vont se faire former et tout, je pense que ce sont des choses qui restent à être déterminées, mais je suis sûr et certain que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Merci Gabin. Alors, je ne contredis nullement ce format de coopération. Oui. Mon inquiétude se trouve à un niveau. Lorsque vous êtes en coopération, vous dites que une partie va donner tant, l'autre partie ce que donne l'autre partie aussi. Va donner quoi? Parce que c'est un contrat synergamatique après tout. Maintenant, le problème qui se pose et qui s'est posé avec les anciens partenaires, je veux dire les Occidentaux là,
c'est que il n'y avait pas de communication sur ce que ces pays-là fournissaient à ces pays, à ces partenaires. Et donc, au bout du rouleau, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup de choses qui se passaient et les populations ne savaient pas, l'opinion n'était pas au courant et les pays étaient perdants sur toute la ligne. Alors, c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, si vous voulez réellement que ce soit une coopération gagnant-gagnant, il est temps de commencer par dire, voilà ce que nous pourrons céder pour que ce soit véritablement gagnant pour nous. Merci beaucoup. Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs autres aspects. Vous permettrez donc qu'on aborde l'aspect diplomatique également. Je vous donne lecture du communiqué aussi. S'agissant de la diplomatie, les parties se sont félicitées de la concertation et des soutiens mutuels dans les instances internationales sur les questions politiques et géostratégiques majeures sur la base du respect des principes de l'ONU dans toute leur plénitude et interconnexion. Elles se sont réjouies de leur convergence de vue plutôt sur les questions d'intérêt commun, notamment de dépolitisation de la question des droits de l'homme, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et le traitement égal des pays dans les instances internationales. Vos réactions, Eric? Vous voyez déjà, lorsqu'on parle de dépolitisation de la question des droits de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les droits de l'homme ne doivent pas constituer aujourd'hui un point d'achoppement dans ces relations. Ça veut dire que vous ne pouvez pas nous dire que parce que tel ne respecte pas les droits de l'homme et donc on va sanctionner ou on va carrément dire que bon voilà nous suspendons notre aide comme ce ne sera pas comme le font les Européens. Voilà. Et il y a un danger déjà. Vous auriez aimé que ce soit des points comme ça plutôt? Oui, forcément. Forcément, parce que ce qui va se passer après, c'est qu'aujourd'hui, dans ces trois pays, il y a une dimension de droits de l'homme que tout le monde est en train de condamner. Et même l'ONU, et même l'Union africaine et tout ça. Et on ne veut pas forcément que l'on aille sur ce terrain pour dire, attention, la liberté d'expression n'est pas respectée dans tel pays et par conséquent, nous bloquons tel niveau de coopération, nous bloquons tel avancement, etc. Et donc, je crois qu'il y a déjà un souci. Parce que si l'on l'a dit, et voilà pourquoi je parlais justement de cette question d'expliciter ce que chaque partie va gagner. Ou comment ça va se faire sur le plan économique. Mais vous comprenez avec moi que ni la Russie, ni les pays de l'AES, personne ne veut aller sur le terrain des droits de l'homme. Gabin Adjaro, les questions des droits de l'homme, les questions de diplomatie, il y a un point aussi qui concerne ces questions qui a été abordée lors de cette rencontre. Oui, aujourd'hui, vous savez, quand même, la question des droits de l'homme, c'est tout à fait normal. Hein, tout pays l'a inscrit en premier ordre dans sa constitution, dans ses lois fondamentales. Donc, chaque pays protège quand même ses citoyens. Mais la plupart du temps, c'est que les instances internationales, les institutions internationales, même les pays, les puissances, si je peux le dire ainsi, se basent sur cette question de droits de l'homme là pour couper des coopérations, pour punir certains pays, hein, parce que parfois même à tort, parce que quand vous lisez certains rapports et tout, on a vu comment les questions des droits de l'homme ou bien d'élimination de certaines personnes ont été traitées, des gens qui ont été tués dans des frappes et autres, comment ces questions ont été traitées, parce que alors que on sait très bien que les gens sont dans une lutte, vous voyez, donc à aucun moment, je ne pense pas que ces gens-là pensent à brimer quand même leurs citoyens.
Mais il faut gérer les questions d'une certaine manière et de manière circonstancielle. Les circonstances aujourd'hui ne permettent pas à ces gens-là de faire un certain nombre de choses et je pense, à mon humble avis, qu'ils ont bien évalué la question, ils ont bien étudié la situation avant de prendre position. Maintenant, par rapport à la question de la diplomatie, je pense que nous sommes dans un monde où aujourd'hui il faut avoir de la force pour se faire attendre. Il faut être assez puissant pour se faire entendre. Même si toi-même tu n'es pas puissant, il faut s'adosser à quelqu'un qui est assez puissant. Et aujourd'hui, la Russie est une vraie puissance. Aujourd'hui, le monde est bipolaire la plupart du temps, si on peut le dire, entre la Russie et puis les États-Unis. Donc, s'adosser aujourd'hui à la Russie, c'est important quand même pour ces pays-là pour se faire entendre dans les instances internationales. C'est une aubaine de se faire entendre dans les instances internationales. La Russie aujourd'hui rassemble beaucoup de pays autour d'elle, la Turquie, le Brésil, beaucoup de pays émergents. D'ailleurs, donc du coup, je pense que ces pays-là ont trouvé quand même l'aubaine de s'adosser à la Russie pour se faire entendre dans les instances internationales. On sait très bien comment ces pays-là ont accusé la plupart du temps certaines puissances occidentales par rapport à leur ingérence dans les affaires internes de ces pays. Donc aujourd'hui, pour se faire entendre et peut-être arriver à mettre en minorité ces puissances-là, ils trouvent mieux de s'adosser à la Russie et puis peut-être que leur voix va véritablement porter dans les instances internationales. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Eric, rapidement. Quand nous prenons même l'exemple de notre pays, lorsque ça nous arrange, on dit le Togo est un État souverain et donc on n'accepte pas que d'autres pays s'impliquent dans notre politique intérieure. Ah oui. Mais lorsque ça nous arrange pas, on demande le soutien plutôt de la communauté internationale. Voyez-vous, c'est un sujet très délicat et je pense que en l'évoquant, c'est que on est en train de mettre déjà des garde-fous pour que l'on ne soit pas condamné. Non, mais c'est inquiétant pour moi. Hein. Merci très beaucoup inquiétant. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.